ce qui concerne les 4 forts modernes qui seront construits ici pour la deuxième quai, il n'y en a qu'un qui ont été sujets à avoir une ligne de chemin de fer en dessous, qui a été construit en fonction de ces côtés. Nous sommes au fort d'Aubaine-le-Château. Un créneau pour canon. Et là-bas, une fausse cloche pour tromper l'ennemi. On va monter ici au-dessus, on redescend, et puis on fait le tour de bâtisse. Là, on a la toute grande antenne juste en face de nous. Donc, plus ou moins là. Et alors, en face de nous, vraiment juste ici en face de nous, il y a une butte. À gauche, vous avez les bâtiments de Pays Mine. Et derrière, le fort de Barchon. Parce que le fort de Barchon tirera ici en 40 pour nous aider aussi. On a 2 voisins qui tirent ici. Pour aider. Alors, ce que vous voyez là en face, c'est le C3. Ce coffre avait un canon anti-char pour défendre la route. Il n'a pas été vraiment terminé. Et alors, on y accède uniquement par la galerie qui mène au accès à ce C3. Donc, il a été fait après la construction du fort. C'est pour ça qu'il se trouve en dehors de l'enceinte du fort. Alors ici c'est le bloc mortier, apparemment mortier de 81 comme à la ligne Maginot. Ici le fossé de diamant complètement rempli de détritus. Et alors la cloche qui a été ferraillée, ils ont mis une fausse cloche à la place, quoi. Et les forts belges sont quand même relativement abîmés. Et ça mérite vraiment une restauration complète quand même. Surtout que c'est un fort qui a combattu de 10 au 21 mai 40, qui a quand même... il y a eu des morts, il y a eu des blessés, ils ont fait de lourdes pertes aux Allemands. Donc voilà, c'est un patrimoine national quand même. Et ici l'autre côté du bloc. Vous voyez aussi un créneau pour mortier de 81, complètement bouché. Un des derniers à avoir tiré, le 21 mai 40, était le seul mortier qui était encore en état avant la reddition du 21 mai 40. Donc les troupes de forteresse ont résisté ici du 10 au 21 mai 40, ce qui est quand même assez beau. Comme un petit ouvrage Maginot, hein, c'est un petit peu comme ça, quoi. Donc ça c'est un trou d'obus fait par les bombardements. Donc ça vous donne une idée des cratères que ça faisait. On est d'accord, ça compte que vous êtes là. Ici, oui. Non, le béton il est très bas ici. Hein. Okay. C'est d'abord la terre, la roche, et puis alors on arrive seulement sur le ferraillage et le béton. Ça c'est vraiment très très bas. Non. Si on devait creuser ici pour arriver sur le ferraillage et le béton, au gouvernement, et seul le bloc mortier pouvait encore tirer. Donc si on prenait le chemin qui est là, mais on ne va pas tout faire parce qu'on ne va pas aller voir 2 fois la même chose, on va aller voir quelque chose de super peu en dessous, qui vaut la peine d'être vu parce que ce n'est couvert qu'à des visites comme ceci, donc ça veut dire une fois tous les 2 ans. Donc si on continue le chemin qui est ici, ben, il y a encore plein de cratères avec les pruneaux qui sont tombés ici dessus en 40, et on va alors sur le 2e dôme de 75 mm comme celui-là. L'ouvrage, voilà. L'emplacement de la tourelle à éclipse qui a été ferraillé malheureusement. Voilà le coffre qui défend les fossés. C'est encore la conception des forts de 1914, construit en 1935.
Vous aviez des fossés anti-chars tout autour de l'ouvrage. Des fois 2 fossés. Belle Donc pièce. voilà ce que ça donnait. Vous aviez des embrasures de tir et alors canon anti-char. 4-7, le fameux 47 mm 47 anti-char. anti-chars, ouais. Donc il y en avait 2, un ici, un de l'autre côté. On va faire tout. Et alors en dessous de l'allée où nous allons marcher à l'intérieur, c'est une cave tout le long. Okay. Donc il y a un escalier là-bas qui descend et qui remonte de l'autre côté. Et c'est presque impossible de marcher là-dedans. Celui qui a des problèmes de dos qui s'en tient. Donc voilà. Alors comme vous le voyez, ben, ça se dit même en France, le moment reflet, comme vous le voyez, ça a méchamment souffert. Hein. Et les Allemands ont tiré au bazooka, qui a carrément des pans de mur qui ont tiré, ici, par une embrasure, par l'autre embrasure, le 4-7 qui est là, là-bas. L'explosion va tellement être violente que la plaque intérieure va se détacher, elle va être soufflée, elle va finir ici percuter le soldat Stratman. Le soldat Stratman va être projeté au mur et il décédera ici dans le coffre. Son fusil est toujours à la cafétéria, enfin ce qui reste de son fusil est pendu à la cafétéria. Quand vous irez voir, vous avez encore un morceau de fusil, c'est le fusil de notre ami Stratman qui était le mauvais endroit où nous avons. Donc ici, c'était le cas du travail, et alors là, il nous manque de faire les marcher sur la trappe. Donc là, il y a une super photo à faire, vous allez voir dans quel état le coffre se trouve. Ah, les canalisés, vous faites. Voilà. Voilà. Si vous voyez ici, c'est plus vite. Comme ceci fait 5 alors le carburant, et alors ça allonge le temps de visite. Parce que sur une visite normale qui ne dure que l'après-midi, on n'a pas le temps de finir ici, faire ça et remonter, faire le timing est trop juste. Ah ouais. Ah, ça a pris cher ici. Ne pas aller dans le local ici, contentez-vous de le regarder, parce que c'est bien pire. Eric, ici ne fait qu'une flottante extérieure, ne rentre pas, c'est bien de flotte. D'accord, ça va. C'est celle qui est à l'entrée. Ça va. Attention, Claudine, pour le chien. Et cadeau. Voilà. Créneau de mitrailleuse, canon. Ah, c'est en mauvais état. Je vous donne 3 minutes de patience que tout le monde soit là. Quand tout le monde est là, je donnerai les explications. Faites des reports de 13. C'était le puits qui permettait de descendre à 30 mètres
En bas de ce puits, il y avait la galerie de communication qui conduisait au bloc 2 avec la coupole de 75 mm et qui permettait de rentrer dans le fort via le bureau de tir et le local téléphone. Tout à l'heure, on va réussir à faire une partie, mais après on ne sait plus aller plus loin. Tout est éboulé. Le crochet plié, la rampe, la main courante pliée, c'est le souffle de l'explosion qui est remonté jusqu'ici. Dans la galerie qu'on va prendre tout à l'heure, les soldats belges qui sont là en dessous vont apprendre que les Allemands se déchaînent ici. Ils vont réussir à entrer dans le coffre et ils vont s'apprêter à descendre. Il y en a qui vont commencer à descendre. Le problème, c'est que les Belges, là en dessous, plus loin dans la galerie, vont déclencher 288 kg de TNT. L'explosion va littéralement souffler la galerie et souffler le puits. Quand vous passerez ici, vous pouvez regarder, vous allez voir l'état. Normalement, je dis bien normalement, l'armée est déjà venue constater. Il devrait avoir une équipe expérimentée avec des baudriers et tout ça qui doivent trouver quelque chose de costaud pour s'attacher et descendre. Si en bas, on retrouve des ossements, des lambeaux de vêtements ou des lambeaux d'armes allemandes, ici c'est terminé, c'est une nécropole, on est tranquille, on est sauvé. On ne sait plus rien nous faire ici. Le tout, c'est que ça se fasse. Ça a été constaté, mais ce n'est pas encore fait. Et alors ici, dans les projets futurs, il est prévu qu'on mette une rambarde, donc une protection, légèrement de biais pour pouvoir se pencher, un gros spot qui éclaire le fond du puits. C'est un budget, il faut qu'on le trouve. Quand on aura un peu des sous-sous, on le fera certainement. Donc voilà pourquoi l'état du puits et l'état du mur là qui est un peu comme ça. C'est le souffle de l'explosion qui est remonté jusqu'ici. Donc ça veut dire que ceux qui se sont engagés dans le puits, c'est la compote. Voilà. Comme ça nous sommes les pièges de Namur. Et les tôles étaient nominatifs. Au fort d'Hambourg, on voit encore très bien fort d'Hambourg sur les tôles. Et ces tôles s'appellent réellement tôles Joa, puisqu'elles étaient fabriquées à Liège, à l'usine Joa. Le nom ici est donné de tôles galvanisées, comme en France on appelle ça des tôles métro. Elles sont plus larges, et ça s'appelle des tôles métro. C'est juste là, Eric. Tout à fait. Exact. On a un expert aussi en vous êtes plus expert que moi. Pas du tout, on se vaut, hein, c'est 50-50. Hein. Voilà. Si je me permets de vous parler beaucoup de la ligne Maginot, je ne vais pas dire tout le monde, c'est qu'en tant que Belge, mon épouse et moi pouvons avoir quand même la fierté d'avoir été 7 ans dans le secteur fortifié de Thionville, en Lorraine française. Mon épouse gérait, comme elle fait ici, et moi j'étais guide, dans 3 assos Maginot. Malheureusement, je l'ai déjà dit, j'ai été rattrapé par une saloperie de maladie dont on se passe bien qui s'appelle cancer, et j'ai dû abréger mon séjour en France, parce qu'on est très bien soigné en Belgique, mais ce n'est pas plus verte ailleurs. Moi j'ai des copains français qui viennent se faire soigner en Belgique. On est très très bien soignés. Donc voilà pourquoi j'ai dû arrêter la France, à mon grand regret. Mais je me plaisais super bien sur le Maginot. Franchement, c'est une expérience inimaginable. Et comme on le disait avec Eric tantôt, ligne Maginot qui normalement aurait dû s'appeler ligne Pain-Levé. Ça fait un peu bizarre parce qu'au départ, c'est monsieur Paul Pain-Levé qui a lancé le projet. Malheureusement, il décédera. Et c'est André Maginot, qui était déjà enrôlé dans l'armée française en 14, qui reprendra le flambeau et qui ne verra pas non plus l'affaire, parce que je pense, si mes souvenirs sont encore bons, il va décéder en 1935. Ouais. Et Pain-Levé décédera, je pense que c'est 32, 33. 32 ou 33 par là. Ils ne connaîtront pas la ligne. Quoi. Donc voilà, c'est comme Henri-Alexis Brialmont, le concepteur des vieux forts de Liège et de Namur, ne connaîtra pas ce que ces forts deviendront parce qu'il décédera avant. Il verra le jour le 25 mai 1821 à Venlo dans le Limbourg hollandais et il décédera le 21 juillet 1903 à l'âge de 82 ans. Il sera d'abord enterré à un endroit A pour, à la demande de sa famille, être déterré et enterré dans un endroit B qui, je pense, se trouve dans la région de Bruxelles. Je pense, oui. Je pense. Brialement. Donc voilà. Comme ça, vous savez tout. De guide, vous allez vous passer sur des historiens. C'est bien, c'est justement. Non, mais franchement, ça vaut la peine de donner parce que il faut savoir qu'avant ceci, il y a d'abord eu 14.
Donc les vieux forts ont déjà bien servi, c'est eux qui ont quand même bloqué l'ennemi pendant 15 jours sur Liège. À Namur, ce sera tout à fait différent, parce qu'en 40, les forts allemands sur Namur ne vont plus servir à grand chose, puisqu'on sera amis avec la France plutôt qu'ennemis. Et la position fortifiée de Namur avait été faite en fonction de ce qu'on aurait pu être ennemi avec la France, hein, d'être attaqué par la France. C'est pour ça qu'il y avait 9 forts à Namur. Hein. Ce n'était que pour ce but-là. Tandis qu'en 40, ils n'ont quasiment plus de sens. C'est ceux-ci qui gardent leur sens, les vieux de Liège. Puisqu'on sera attaqué 2 fois, quasiment par le même endroit. En 14, ils passeront par Lix et par Guéménich. Et normalement, ici, en 1914, ils devaient avoir 13 forts plutôt que 12 et 10 forts plutôt que 9 à Namur. Faute de budget, ce sera refusé à Brie-Almont. Et Brie-Almont aura la phrase, il dira « Vous pleurez des larmes de sang de ne pas avoir voulu construire un 13e fort à Liège ». Et le fort, il devait être construit à Lix. Et comme on n'a pas pu le faire, ben, c'est par là qu'ils sont passés. D'où le peu de nombre de jours que le fort de Marchand va tenir en 14. Il ne tiendra que du 4 au 8 août. Et du 10 au 18 mai 40 du 10 au 18 mai en 40. Donc voilà. Mais normalement, ici, il devrait en avoir 13, c'est 10 à Namur. Il y en aura 12 et 9. 21 forts pour les deux villes. Et alors, les forts sont faits de manière à protéger le centre de la ville. Donc, les vieux forts étaient tournés vers le centre de Liège, vers la place Saint-Lambert, et à Namur, ils étaient tournés vers la citadelle. Les entrées de forts étaient tournées comme ça. Donc c'est l'ensemble du logo qui se suivent et qui se ressemblent. Hein. Phare, mitrailleuse, canon 4-7, c'est chaque fois la même chose. Hein. Les poulies. Et ceci, ça réunit. Et il y a ça aussi sur le dessus. Ouais. Bloc détruit par les tirs de 88 allemands. Donc il faut savoir qu'ici, il y a même des photos noires et blancs. Malheureusement, elles ne sont pas là, j'ai regardé, mais je ne les ai pas. Il y a des photos en noir et blanc qui montrent ici à terre des soldats allemands tués, couchés ici sur le pavé. Parce que en 1940, quand le fort est en pleine activité, si je peux dire, pour combattre, il n'y a aucune porte en extérieur, c'est toujours des grilles. Parce qu'une grille, on voit qu'il y a de l'autre côté, on voit à travers le tirer. Une porte, il faut l'ouvrir pour savoir qu'il y a de l'autre côté. C'est très dangereux. Donc ça, c'est une grille qui a été faite par un ancien de l'association qui savait souder et tout. Et lui nous a fait cette porte-là pour avoir quelque chose de sécurisé et que personne ne sache entrer. Alors tantôt, quand on va commencer la visite, on ira dans les 2 locaux qui sont là-bas, parce qu'on a toujours le phare d'origine qui fonctionne. Je vous le ferai aller, et on verra le phare d'origine avant de descendre. Et voilà, je visite le petit musée du fort d'Aubin-au-Château. J'ai été vraiment aimablement accueilli par les responsables du fort, que je remercie d'ailleurs. Voilà, ici c'est en hommage au commandant du fort. Le fort qui a quand même tenu 12 jours face aux assauts répétés des Allemands.
belle pièce. C'est un beau musée, il est bien. Et voilà le plan du fort. Ce qu'il y avait dans le coffre C2 qu'on est allé voir ce matin. Il y en avait deux comme ça, dans le double coffre, et un dans le simple coffre. C'est des canons belges, 47 anti-chars, très efficaces. Et celui qui est là revient du dessous. Donc pour le ramener, je ne vous dis pas. Donc voilà. Alors le petit créneau de tir, pour souhaiter bienvenue à celui qui vient de s'amuser d'entrer dans la cour. Le pont n'était mis que pour le passage de ravitaillement de troupes ou quoi que ce soit, sinon il était toujours rentré. On sent cette bonne vieille odeur de fort. Ouais, c'est fou, hein, ça. Partout pareil. Alors, je vais donner une explication ici, et puis après on fera les locaux qui sont là-bas. Donc ici, c'était l'accès au Mont Tcharch. Nous, le Mont Tcharch n'existe plus, pour la bonne et unique raison qu'il a été ferraillé, puisqu'Aubin de Château n'a pas échappé au ferraillage. Donc ça veut dire que, en bas, dans le bac de réception du Mont Tcharch, les ferrailleurs ont mis du sable pour faire une zone tampon. Ils ont remonté le Mont Tcharch au max, ils sont allés par là dans la salle, ils ont cisaillé les câbles, et le Mont Tcharch est allé s'écraser 30 mètres en bas. Ils l'ont disqué, et avec des treuils et des parlants, ils ont remonté le morceau pour le ferrailler. Nous, on a eu la chance que Léon Baguette a fait MacGyver, il a réussi, 2 moteurs, la rampe, un bac. Nous, ça nous permet de descendre des outils, de remonter des crasses ou quoi que ce soit, parce qu'on nettoie régulièrement en bas. On est en train de vider avec la munition toutes ces ferrailles, et on a retrouvé des trucs tip-top. Donc, on a la chance de pouvoir encore, plutôt que de faire 160. À ce moment-là, le médecin vous ausculte. Si vous avez le feu vert, il y avait une armoire ici pour mettre des vêtements propres et repartir quand ça fonctionne au fort. Si vous aviez le feu rouge, ben vous alliez dans le casernement, dans le local des gazés, des brûlés, en attente d'être transféré dans un hôpital, si c'est possible, de sortir d'ici. Donc il pilotait, il éclairait la rampe. Quand on avait fini, ben, on rentrait avec le projecteur pour ne pas se faire tirer le corps et avoir un morceau. Ça, il n'y a pas beaucoup de force qui peut vous donner une idée de l'étendue du fort d'Aubin. Donc c'est 30 hectares militaires. Alors ici, ben, il y a la position fortifiée. Hein. Donc il y a Eben, frontière hollandaise, nous autres, Baptiste, Tancrémont. Dans la logique des choses, il aurait dû se faire un sur le dessus des gros tourmouchants. Ils avaient déjà commencé les forages. Et il y a un abri, un bunker qui est juste tout près au lieu dit Odysseus, à côté des grottes. Et
Ce fortin est complètement dans la végétation. Je peux vous certifier qu'il faut savoir où il est. C'est parce que moi j'habite à Remouchon, donc je connais quand même le coin. Il faut savoir où il est, il faut savoir le trouver, il est squatté. Il y a un litre d'eau, des bouteilles d'eau, et il est squatté. Les chapeaux de gars qui l'a trouvé. Franchement, il devrait faire le guide. Ah ouais, j'ai été étonné moi-même parce que j'étais déjà entré dedans une fois pour aller faire des photos et tout ça. Ici, je... Il y avait ici une classe de défense. La classe de défense comporte une nouveau rectangle, deux créneaux de tir, un créneau orienté vers l'escalier et un créneau orienté vers la galerie de montage. Alors au mur, vous voyez partout, il y a des inscriptions. Quand les premiers contingents vont arriver ici en 1934, 1937, pardon, eux, ils vont avoir tout le temps d'apprendre le fort. Ceux qui vont arriver ici vers 39, ben, ils n'auront rien à apprendre. Donc pour se diriger ici, il fallait bien que sur les murs, on écrive par où on allait. Et encore, quand vous avez le feu derrière, parce que ça longe, ça peut causer problème. Donc voilà, on va aller par là, on va aller voir la galerie du Mont-de-Charche, le puits de Mont-de-Charche, cul-de-sac, puis on revient sur nos pas, et on repartira par là. Taux d'humidité ici, très raisonnable. Plus on va avancer vers le casernement, au pire ce sera voire 100%. Température ici, c'est comme dans une grotte, 12 degrés toute l'année. Certains vieux forts, je dis bien vieux forts, seront achetés par des particuliers pour faire des caravans de la culture des champignons au chino. Le taux d'humidité s'y prête parfaitement. Chaudfontaine a servi de champignonnière pendant des années. Voilà, donc, machinerie du montage, donc là, explosé, si les arrivent à descendre par là, on fait sauter. On s'en fout de l'état du fort, par tout l'entrée, on fait sauter. Voilà. Alors lui n'a pas échappé. C'est d'abord les vieux forts de 14 qui sont passés à la trappe, et puis ils sont acharnés ici, puis ils ont stoppé parce que les ferrailleurs tomberont en faillite. Parce que les bonbonnes d'acétylène et tout ce qui s'ensuit pour découper, ça coûte bonbon. Et alors il y a des ferrailleurs qui vont tomber en faillite et le massacre va s'arrêter. Mais ici, le massacre a été fait. Heureusement. Voilà, vous voyez ici l'épaisseur de fond de ferraillage. Je vais expliquer beaucoup mieux dans un autre livre parce qu'on va regarder plus normalement. Ça c'est le B1, le B2, celui sur lequel on peut faire en face de retour en descente. La montée au bloc de mortier 81 mm. C'est les mêmes qu'à l'imagine.
munitions. Passer par les gaines. Ça ressortait par là. Accès au bloc bouché. Et voilà, ça c'est ici et tout. Dieu. Il y a des endroits où l'air était filtré et d'autres où il était non filtré. Donc il y a un endroit où il était non filtré. Finalement. On va y arriver, je pense. Il y a le casernement. Hein. Là, sans doute le casernement et les cuisines, j'imagine. Hein. Voilà, les chambrées de piquet. Chambrées de piquet des sous-officiers. Les examens commencent cette année, commencent déjà aujourd'hui. Pourriez-vous me dire pourquoi il fait marquer ça sur le mur? Donc là-dedans, il y avait un gars qui s'en fait venir à part. L'usine de l'ouvrage, donc il reste un seul moteur. Avec le réservoir d'eau pour le refroidissement. Les Allemands ont pris les 3 autres et ils ont laissé celui-là. Voici les bonbonnes ici pour les recomprimer pour les mettre en route. Voilà, on va continuer. Le principal, c'est qu'il ne rentre pas. Je ne sais pas si vous remarquez, mais très légèrement, mais on monte. Ouais. Bon, voyez. Les résultats de l'obus Rocheling. Le futur V3, c'était ça. Non, le V3, c'est encore autre chose. C'était le successeur de ça. Non, c'était avant le V3. Le V3, ils ont commencé à se mettre en 43-44. Ouais, bah c'était la suite de ça en fait. Ils l'ont adapté, et c'était des canons et tout des. Ah non, le Rocher, c'est un obusier de 210 qui tirait ça. Ça tire un. La chambre des troupes, mais bon, il fallait aimer crécher ici, quoi. La bétonite. Ouais, bah, ils ont pas vraiment dû la connaître beaucoup ici.
17, 14 fois là pour le mandat. Là, j'explique pas ce que c'est. Ils sont encore là, oui. Enfin, au moins, ils avaient des chiottes, c'est déjà ça. Je vais vous montrer la galerie des éléments migrants, etc. Ici, là, il y a des constructions de musées aussi. Et ça part que les regardez, il y a des fers qui dépassent. Donc il faut faire extrêmement attention et on reste bien groupé. Tout ce qui est d'éclairage, le faire aller au maximum. Alors, dans la mesure du possible, donc on va passer de ce côté-là. Évitez de mettre les mains sur les murs ou quoi pour vous tenir. Pensez que c'est la suie et avec l'humidité, vous allez avoir les mains comme des grands nœuds. Essayez aussi de ne pas aller avec vos vêtements contre le mur. Je ne veux pas jouer les compliqués, c'est simplement pour ne pas que vous vous disiez en rentrant, il aurait peut-être pu le dire. Ben je l'ai dit. Voilà. Ben non, je le sais. Si je dis tout ça, c'est par expérience. Je me suis déjà retrouvé une fois en mauvaise posture sur un morceau de béton, je me suis mis la main au mur et j'ai autant de vous dire que j'étais arrangé. Donc le sachant, je le dis. Donc regardez ça, c'est dans un sens c'est super, oui, mais il ne faut pas demander quand même la violence de ce qui s'est passé ici. Et c'est avec quoi? Des obus rochelés. Encore, oui. Ouais. Les roches. Et ouais, beau travail. Très attention à la tête, oui. On va essayer de passer du mieux qu'on peut. On va y arriver. Tous en dessous. Quelle aventure. Un petit exercice pour les catacombes le mois prochain. Oui, c'est pas sûr. C'est noir dessus. Il faut faire attention. C'est attention. C'est pour ça que je dis qu'on va tous rester groupés et faire attention au bon vent. Le local de l'Aumônier. Fameux obus Rochling, voilà. Qui venait de là. C'est le créneau tragique ici alors. Un soldat a été tué. Voilà. Une échelle pour arriver autour de cet endroit-là, parce que le plus profond. Non, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais enfin, il faut une échelle. La petite statue de Saint-Jacques qui protégeait les canonniers, tout ce qui s'ensuit. Ici, il y avait un rail. Ce rail permettait d'avoir un spot, un phare qui éclairait la rampe. Et quand on n'avait plus envie d'éclairer la rampe, ben, on rentrait le phare et il y a une petite partie ici qui s'ouvre et qui se ferme.